Bonjour à tous, je suis le Baron Machiavel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultist Simulator, où je pense que cet épisode on va essayer de, maintenant qu'on a beaucoup de monde autour de nous dans nos connaissances, on va un peu essayer de mieux constituer notre culte. Mais d'abord je propose qu'on commence comme d'habitude cet épisode par un livre, à savoir Mistigris et la tombe de la taupe, entre autres histoires. Un recueil somptueusement illustré de contes pour enfants vaguement liés les uns aux autres, rassemblés par un certain N.K. Field. La plupart de ces récits s'avèrent profondément inappropriés pour un jeune public. La protagoniste, une créature féline et muette répondant au nom de Mistigris, accomplit une série de rites élaborés afin de secourir les membres de sa famille étendue, avec en point d'orgue la résurrection de son autre grand-mère, la taupe. Ah, la transfiguration de l'orchidée, volume 1, voilà. Parce que effectivement, commencer par le volume 2, ça serait pas très correct. Ah, Morland ferme ses portes. Je change d'horizon, m'annonce mademoiselle Morland. Mon stock est presque épuisé et je suis dans le collimateur de l'office de répression. Alors je vais vous faire mes adieux. Ce dernier livre n'a aucun sens, mais j'ai glissé des papiers intéressants au dos pour vous remercier. Donc, déjà, librairie de Morland fermée. Hop. Blablabla, mystères insondables, blablabla. Un affreux ramassis de ragots à moitié compris sur les mondes secrets et la futilité de la morale moderne, incluant un répertoire de perversions invraisemblables et probablement inventé de toutes pièces. Si vous avez acheté cet ouvrage dans une boutique, il est probable qu'il ne reste plus rien d'intéressant en stock. Bref, ça c'est un livre un peu stupide. C'est une blague. Leçon du Chiliarque, je sais pas comment se prononce ce mot, Chiliarque. Ceci est l'histoire viscérale que le Miliarius a apprise durant l'Antiquité, celle qui parle du sang et de ses exutoires. La raconter à haute voix revient à laisser parler le tranchant des lames. Bien, on va essayer maintenant à Oriflamme. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Assister à une vente aux enchères chez Oriflamme. Une assemblée de visages tendus, de regards avides. Qui va enchérir? Ah non, c'est un manuel de sanskrit. Pas besoin, on en a déjà. Alors, quand la sorcière serpent tua le cerf, Mistigris emporta l'un de ses yeux. Quand la sorcière au bras sec tua la truie, Mistigris déroba une coupe de son sang. Ensuite, elle apporta l'un et l'autre à l'endroit précis où la taupe était enterrée, puis elle secoua son pelage et se mit à danser. Et on gagne un murmure du bois. Restez en éveil et écoutez. Le vent nous parle à travers les branches. La maison hurle à la lune dans son sommeil. Tels sont les chemins qu'emprunte le chaos. Manuel de sanskrit de Garlin, on n'a pas besoin de ça. Saliba, ouf. Saliba, une connaissance. Saliba est un homme aux appétits prodigieux. Il y a longtemps que leur assouvissement ne lui procure plus la moindre satisfaction. Je crois qu'on a presque fini de recruter le maximum de monde possible. En tout cas, on a fait plus des 2/3, je pense.
va réessayer. Non, ça on le parle déjà aussi. On parle déjà le grec, donc pas besoin de ce bouquin. Je sens que ça va être long pour trouver ce qui reste. Un recueil de poèmes, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. C'est marrant, je me souvenais pas qu'Oriflamme revendait des recueils de poèmes ou d'essais. Mais ça va beaucoup nous ennuyer. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas du tout les livres que je veux, enfin! Neville. Neville parle de Hasson haché et sursaute à la moindre occasion. Il se met à rire à chaque fois qu'il pense que je plaisante. Je crois qu'il va là, lui. De toute façon, on revérifiera au moment de les recruter proprement. Ah, voilà, Débelis Mororum, effectivement, ça, on l'a pas. Mince, j'oubliais qu'on avait des livres à lire. Alors, lisons celui qu'on a depuis un moment, Ce que renferme l'argent. Un sinistre bestiaire des horreurs tapis dans les miroirs. Il s'agit d'une édition récente du texte du IIIe siècle attribué à Pimandre. Un sinistre bestiaire des horreurs tapis dans les miroirs, il s'agit d'une édition récente d'un texte du IIIe siècle attribué à Pimandre. Ah bon? Le texte est exactement le même quand on commence à le lire. C'est peut-être un bug, ça. Donc, Débelis Mororum. On l'a, super. Maintenant, il y en a un dernier qu'il me faut. Non, c'est toujours pas le recueil d'essais. Yes, excellent.
Alors, la préférence des vierges slash jeunes filles va aux orchidées. La préférence des créatures de l'envers va aux rhododendrons. Il faut s'abstenir de placer l'une ou l'autre de ces fleurs à proximité immédiate d'un objet en bronze poli. Un appendice mentionne un rite permettant d'invoquer certaines de ces entités, mais les détails restent vagues. Ok. Alors, une esquisse de la Manse, une bribe de poésie, l'unique souvenir d'une maison particulière que nous visitons tous au moins 2 fois dans notre existence. Ce savoir est presque vital pour quiconque pénètre dans la Manse pour la première fois. Et le rite du chagrin du veilleur. Ce rite ravive le souvenir de la mort du veilleur qui arpente la maison dépourvue de murs. La lumière le précède et l'ombre lui succède. Il ne doit pas me voir. L'instrument de pouvoir a pour but de l'invoquer et lui permettre de recevoir son sacrifice, les précieux enseignements qui se trouvent à la racine de mes pensées. Il est nécessaire de choisir un assistant de confiance car il prononcera les mots qui sauvegarderont ma santé mentale. Ensuite, lisons, je propose les transfigurations de l'orchidée volume 1. Attribué à Robert Flood, ce délire alchimique du XVIe siècle fut maintes fois prohibé en raison de l'envoûtement troublant qu'exercent ses illustrations. En latin original, ah bah du coup faut le traduire. Et mince, quelqu'un a surenchéri. Elridge, une connaissance, un homme élégant aux passe-temps un homme élégant aux passe-temps qui le sont moins. Hop, je crois que toi tu vas là. Persistons. En fait, je pense que quand on aura trouvé tous les personnages, on commencera à faire le vrai recrutement. Mais c'est pas vrai! Alors, donc, le texte est maintenant traduit. Les transfigurations de l'Orchidée volume 1, un festin. Le premier tome d'une compilation d'allégories de nature presque rosicrucienne, attribuée à Robert Flood. Il s'agit d'une traduction anglaise plus tardive. Les illustrations ne laissent personne indifférent. Même après avoir refermé la couverture, leurs souvenirs restent imprimés sur la rétine et on en garde des picotements sur la peau. Alors Mince, je savais ce que c'était... mince, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît que je vous explique un petit peu ce que c'est que tout ce qui est rosicrucien. Parce que ça fait quand même du bien de savoir et j'ai pas envie de vous assommer d'informations dans la description. Alors... Alors, apparemment, la Rose-Croix était une fraternité qui, en fait, justement... Enfin, c'était une espèce de fraternité, fraternité allemande du XVIIe siècle, et qui, en fait, mélangeait plusieurs formes de philosophie, notamment le néoplatonisme et le paracelcisme, mais aussi justement une forme de christianisme qu'on appelle l'hermétisme chrétien. Alors, je sais pas trop en quoi ça consiste, mais je vous invite à aller vous renseigner dessus, sur qu'est-ce que c'est justement la Rose-Croix. Vous pouvez très facilement trouver ça sur Wikipédia, c'est juste que je vais pas vous lire alors que je suis en train de tourner. Mais souvenez-vous, c'est la Rose-Croix.
vous allez arrêter de surenchérir? Donnez-moi le film, bordel! Oui, parce que c'est un film qu'on est en train d'acheter. Ah bah enfin! Ch'toum! Ça va nous coûter de l'argent de le regarder parce qu'on n'a pas le... on n'a pas le... on n'a pas le lecteur de film nécessaire, donc ça va nous coûter de l'argent de le, entre guillemets, lire. Mais on n'a plus besoin de la salle des ventes Oriflamme pour le moment. Alors... Il faut dévorer pour être dévoré. Tout comme on ne peut renier notre propre naissance, on ne peut renier notre dévoration. Ah, c'est une traduction habile par rapport à je connais la version anglaise originale. Ça va, c'est une traduction plutôt habile d'une certaine phrase que je connaissais. Qu'est-ce qu'on lit ensuite? On lit le volume 2? Allez, on lit le volume 2. Ah, Valciane une connaissance. Valciane tient son commerce depuis près de 20 ans. Elle n'a jamais eu un seul employé pour l'assister. Ses mains ont la force d'un étau. Hop. On les a presque tous trouvés, je crois qu'il nous en manque encore 4 ou 5. 4 ou 5 et ce sera bon. Alors, donc, le texte est prêt à être étudié, je pense que ce sera le dernier livre de la vidéo parce qu'après je vais faire autre chose. Flude, alors attendez déjà la description du livre. Le deuxième tome d'une compilation d'allégories et de nature presque rosicrucienne attribuée à Robert Flude. Il s'agit d'une traduction anglaise plus tard tardive. Les transfigurations de l'Orchidée volume 2, une naissance. Flude, s'il s'agirait réellement de lui, a suggéré l'existence d'alignements entre la tradition alchimique du rubédo et les coutumes plus anciennes du Graal, dans le cadre de la quête de la coupe de cinabre entreprise par le Chevalier du Pain. Alors le rubédo, comment vous expliquer ce qu'est le rubédo? C'est une référence alchimique. C'est une référence alchimique au fait que dans la fabrication de la pierre philosophale, l'étape finale avant la fabrication de la pierre philosophale s'appelle le rubédo. Et c'est en quelque sorte la phase de renouvellement. C'est très compliqué à expliquer. Je vous invite à vous renseigner sur les parchemins de Ripley, ou les Ripley Scrolls, les Ripley Scrolls, ou essayez de vous renseigner sur les 3 étapes que sont le Nigredo, l'Albedo et le Rubédo. C'est un peu compliqué à vous expliquer en pleine vidéo, mais le Rubédo c'est une référence alchimique assez importante.
Cherchez la coupe dans le lit et le berceau, se fit dire le chevalier du pain. La coucheuse penchée au chevet n'était autre, à sa grande surprise, que la mère des montagnes. Il en fut à ce point frappé de sidération et d'émerveillement qu'il s'émascula et s'écorcha vif. De sa dépouille ensanglantée émergea, dans une explosion de joie, l'orage aux aguets. Une incantation mégalésienne. La grande mère n'a pas oublié. Bien, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement augmenter ma raison. Mais ce qu'on va faire, c'est on va commencer, je pense, à recruter nos premiers agents, on va dire. Et je pense que dès le prochain épisode, vous comprendrez quelle est l'utilité de recruter des gens. Ah non. Très bien. Très bien. Alors du coup, ça m'aidera à vérifier quelque chose. Est-ce que ça attire de l'attention sur nous si on recrute une personne? On va recruter Valcian. Ok, alors. Bien. Alors, la cérémonie requiert une brûlure légère mais dont la marque perdurera jusqu'à la mort. Et Valcian, une convertie. Valcian fait preuve d'une ingéniosité sans limite et sa poigne n'a rien à envier à celle d'un forgeron. Du coup, c'est une adepte qui est liée au principe de la forge. Et elle ne sera pas la seule. On va trouver les deux. Alors, je n'aurai au final recruté qu'une seule personne dans cet épisode, mais c'était pour vous montrer comment on fait. Mais du coup, on a notre première vraie membre d'une secte, et cette fois, non, on ne va pas la sacrifier. Allez, on y est presque. Je sais pas combien d'épisodes ça fait, étant donné que je les tourne un petit peu à la va-vite, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'épisodes où on passe notre temps à connaître du monde, mais je crois qu'il nous manque 1, 2, peut-être 3 personnes.
pape une connaissance. Un chrétien peu orthodoxe et expansif dont la barbe d'ermite ne fait que renforcer l'allure mystique. Je crois qu'il est arrangé là-dedans, je crois. Je vais prolonger un peu l'épisode le temps qu'on finisse par trouver tout le monde. Ah mais non, c'est pas un mécène en plus que je veux, je les ai déjà tous. Mais vous savez quoi, si entre-temps on a le temps d'améliorer notre raison, eh ben... Si entre-temps on a le temps d'améliorer notre raison, on lira peut-être un 3e livre. Non, un 4e livre, pardon. Une rumeur singulière, bah oui, puisqu'il n'y a plus de... Alors, donc, la petite astuce. Une fois qu'on a augmenté notre raison jusqu'à 3 points, et qu'on veut l'augmenter encore, il nous faut, vous l'aurez remarqué, un total de 3 leçons d'érudition. Mais en créer une 3e par les méthodes que j'ai employées, ça serait trop long. Donc tout simplement, on lit un recueil d'essais. Si l'esprit est une lame, voici de quoi l'affûter. On lit tout simplement un recueil d'essais. Mais c'est pas vrai, j'ai pas besoin d'un commanditaire, j'ai besoin de nouvelles personnes.
Les mystères du club Ecdysis, des papillons de nuit blanc tourbillonnent dans la salle. Ils se perchent sur le bord des verres de vin et se mettent à boire. Le public applaudit. La femme sur scène se meut comme si elle avait trop de membres. Les papillons s'attroupent sur mes bras, se blottissent contre mon épaule. D'ici peu, je sortirai d'ici et je lèverai les yeux vers le ciel étoilé, en me disant que tout ceci n'était qu'un rêve. Les effluves de fumée que l'on respire au club sont traîtres. Hop, et voilà, en lisant un recueil d'essais, on obtient directement une leçon d'érudition, et on peut augmenter. Je vais gagner en sagesse encore davantage. Alors tu sais quoi ? Alors, mon esprit est un paradis de miroirs dans lequel tout est d'une clarté absolue, même les choses que j'aurais préféré ne pas voir. Compétence culture intarissable. Mon crâne concentre tellement de savoir qu'il semble sur le point d'exploser. Hop. Voilà. Vous allez voir, avoir des compétences aussi développées, ça sera utile sur le long terme. Mais en attendant, on va lire... Bah, je propose qu'on lise Voyage nocturne volume 2, les carnets des rêves annotés de Christopher Illopoli, que l'on surnomme parfois le seul occultiste lisible, un esprit érudit au style divertissant et à la pensée déconcertante. Il s'agit du 2e volume de la série. D'aucuns ont relevé et étudié les similitudes entre les rêves d'Illopoli et ceux de l'empereur Héliogabal, que le premier considère comme une marionnette ou un avatar du soleil en haillons. Le blanc se trouve à l'occident du monde, remarque Illopoli, et l'hiver n'attend pas éternellement. Alors, Auclair. Auclair est certes lettré, mais son attitude trahit des dispositions morbides. Je crois qu'il ne nous manque plus qu'une personne et ce sera bon. Bon, on a gagné de la notoriété malheureusement, mais c'est pas grave. Donc, par chance, Héliogabal trouva enfin le chemin de la Porte Blanche. La parole ne peut en franchir le seuil, et c'est heureux, car l'empereur déchu n'a jamais réellement eu quoi que ce soit d'intéressant à dire. J'ai tenté de suivre ses pas, mais je n'ai jamais pu en apprendre suffisamment sur le blanc. J'imagine que je devrais en être reconnaissant, mais voici malgré tout ce que je sais. Abatté, on obtient un autre secret de sacristain. Mais effectivement, ça ne suffira pas pour parvenir à l'étape suivante de nos voyages oniriques.
sens qu'on y... Normalement, nous y sommes. Normalement, nous y sommes. Nous aurons recruté tout le monde après ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà, erreur sur la personne. Cette personne n'était pas celle que j'espérais. Elle n'a aucune importance particulière et sortira de ma vie aussi vite qu'elle y est entrée. Peut-être ai-je déjà fait connaissance avec tous les gens dignes d'intérêt à ma disposition. Sans doute. C'est bizarre, j'étais persuadé qu'il y avait une dernière personne, mais peut-être que je me suis gouré quelque part. Non, ok, bon bah, si c'est le jeu qui le dit, hein. Bah du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et la prochaine fois on va enfin pouvoir commencer à découvrir la toute dernière partie importante du gameplay. Et bah, tout simplement on va utiliser l'exploration de façon plus poussée. Bah, sur ce c'était le Baron Machiavel et moi je vous dis à la prochaine.